2024. Donc sur le thème du logement individuel. Donc, ce café, il est proposé par l'association Objectif Mars et par l'atelier TLPA. C'est un événement qui se déroule, donc, vous le voyez, aux Enracinés. Donc, dans un premier temps, un grand merci aux Enracinés de nous accueillir ce soir. Merci aussi à la Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne qui soutient les cafés de l'espace. Merci évidemment aux invités. Donc, vous le remarquerez peut-être si vous connaissez les invités. Tout le monde n'a pas pu venir ce soir. Malheureusement, on a deux invités, deux intervenantes, donc, qui sont Florie Collin et Claire Bernard, qui malheureusement ne peuvent pas être là ce soir, un peu en dernière minute, exceptionnellement. Et donc Florie Collin, qui est enseignante-chercheuse à l'Institut de géoarchitecture, et Claire Bernard, qui est architecte à Brest. Et on a l'immense chance d'avoir Sophie Meunier, qui a accepté, un peu au pied levé, d'intervenir pour ce café de l'espace, nous apporter son point de vue sur le sujet. Et on a également la chance, merci aussi à Tristan Laprairie, qui a accepté de venir nous présenter les travaux de Claire Bernard ce soir. Donc voilà. Et merci aux deux intervenants survivants, qui sont du coup Manuel Combe, qui est élu à l'urbanisme à Port-Spodère, et Romain Vigne, qui est urbaniste paysagiste à l'atelier TLPA. Donc moi je suis Marianne Lebert, c'est moi qui anime du coup ce café de l'espace actuellement. Je suis architecte à l'atelier TLPA. Donc pour dire quelques mots sur les cafés de l'espace, ce sont des temps d'échange entre professionnels de l'espace, du paysage, de l'urbanisme, de l'architecture. Donc ça peut être des élus, des architectes, etc. Avec des habitants, avec des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles de ce milieu. Ces temps sont organisés dans des cafés en soirée pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et l'objectif, c'est de débattre, de discuter des sujets et des problématiques qui traversent ces professions. Ce café de l'espace, il est sur la thématique du logement individuel. Et tant du point de vue, on va dire, habitant, que du point de vue des professionnels, on s'est posé la question de ce que l'on recherche à travers le logement individuel. Souvent, le logement individuel, quand on l'imagine, c'est le motif de la petite maison ou de l'habitat du quartier pavillonnaire, mais c'est aussi en fait l'espace du chez-soi, c'est notre espace intime, et c'est aussi ce qui nous permet de nous définir, souvent aux yeux des autres. Donc c'est un sujet en fait qui est assez large, presque quasi universel, enfin en tout cas transversal, et qui est assez peu regardé finalement. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'en parler ce soir. D'autant plus que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets d'actualité aujourd'hui qui le font émerger, comme par exemple la loi ZAN, qui fait émerger beaucoup de peur, notamment autour d'une certaine forme de logement, qui est vraiment la maison individuelle classique, on va dire. Donc pour aborder ce sujet aussi universel, on va dire qu'intime, on a invité des intervenants à d'abord aborder le sujet à travers leur propre parcours habitant. Et en fait de dérouler ce sujet en faisant le lien avec leur pratique professionnelle. Donc voilà, on va avoir une succession de récits qui sont tous très personnels de comment ces intervenants posent leur regard sur ce sujet. Donc voilà, je vais laisser la place aux intervenants. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va avoir un petit temps d'échange par la suite, c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin, et même si ce n'est pas des questions, juste votre point de vue ou votre ressenti sur le sujet. Voilà, merci à vous. Et je laisse la parole déjà à Sophie Meunier. Merci. Donc moi je suis Sophie Meunier. J'ai une formation d'architecte et d'urbaniste que j'ai choisi d'exercer autrement pendant au moins 3 ans à travers un doctorat à la faculté de Brest qui questionne l'engagement des professionnels de l'aménagement dans les territoires ruraux, milieux dans lesquels ils sont a priori moins attendus. Donc effectivement le logement individuel a priori c'est pas mon sujet. Mais on m'a proposé de participer à ce débat plutôt en qualité de doctorante et donc avec un regard qui est celui du chercheur. Et en ce sens, je vais tenter de proposer une réaction à la thématique du logement individuel et à ce qu'elle appelle de la part des concepteurs en termes d'habileté, de pratique,
Ce regard, je le nourris par un apprentissage du monde de la recherche que je commence tout juste, mais également par l'expérience que j'ai eue l'année dernière à l'atelier TLPA, à détricoter pendant un an des sujets plutôt émergents, dont le logement constituait très souvent la toile de fond. Donc voilà, je ne suis pas, donc, comme je disais, une spécialiste du sujet a priori. C'est un exercice assez difficile. Florie, elle en a fait un sujet de thèse et bien plus après. Mais ce que je propose, c'est de me l'approprier en émettant l'hypothèse que les concepteurs, donc architectes, urbanistes, paysagistes, sont aujourd'hui en train de se réapproprier un sujet dont ils sont et se sont largement exclus, et que cette réappropriation, elle suppose de dépasser l'image du logement individuel comme un objet technique. Déjà, quand on dit logement individuel, je ne sais pas si ça parle vraiment de chez soi. Ça n'a pas vraiment de sens pour lui-même, un logement individuel, mais on peut l'imaginer dans un triptyque, c'est une architecture, c'est un imaginaire, mais c'est aussi un habité qui est à la fois à comprendre, mais aussi, je pense, à réinventer. Je vais prendre le sujet par l'archétype architectural auquel on l'associe, à savoir la maison, à la fois parce qu'il me semble difficile dans le sujet qui est posé ce soir de s'en détacher, mais aussi parce que la maison, ça fait écho à mon propre parcours habitant. Comme tout le monde, j'ai commencé à habiter quelque part, et ce quelque part, c'est une maison individuelle, une maison pavillonnaire à Angers. De ce dont je me souviens, je n'ai que des beaux souvenirs qui sont associés à cette maison, et c'est pourquoi j'étais assez surprise, quand j'ai commencé mes études à l'école d'archi, d'être confrontée en fait à une doctrine assez anti-pavillonnaire. Un sentiment presque honteux de parler de mon chez-moi, qui était si décrié par cette profession qui n'intervient pas ou très peu dans la forme la plus répandue de la maison individuelle, à savoir un pavillon à petit budget, ou alors par des moyens détournés, des pratiques de conseil à l'échelle du quartier, avec des missions partielles ou de l'accompagnement à l'autoconstruction qu'on voit aussi apparaître. Je ne vais pas revenir sur la terminologie du logement individuel, étaler des chiffres aussi de combien sont dessinés par des architectes, combien ne le sont pas. Ce n'est pas le sujet, mais ce que je vois, c'est qu'il y a besoin d'un espace de discussion à propos de cette thématique, et c'est qu'il y a peut-être aussi un certain décalage qu'il faut combler. La maison, c'est une figure qui est assez puissante dans la société et qui renvoie autant à un espace rêvé, idéalisé, mais aussi à la pire expression du consumérisme, de la destruction de l'identité des territoires. Je vais reprendre une phrase du travail de recherche d'un ami, François Nowakowski, qui indique que dans ces deux regards, on a souvent en commun de ne pas avoir pris le temps d'observer l'objet, de leurs espoirs ou de leurs courroux. Le pavillon, il est décrié ou rêvé, mais il est finalement assez peu regardé, et généralement, quand il est regardé, il est de manière partielle et particulièrement partiale. Dans les mondes de l'aménagement, il existe sans nul doute une recherche symbolique des sujets qui paraissent ordinaires. On s'intéresse de plus en plus à des petits sujets, ou en tout cas des sujets qui nous semblent un petit peu banals de prime abord, et je pense que le logement individuel en fait partie. Et je pense que ça permet aussi de réconcilier ceux qui pensent l'espace et ceux qui l'habitent, et de réhabiliter en quelque sorte les pratiques habitants, mais aussi les aspirations qui se dissimulent derrière une figure, la maison. En dépassant cette incompréhension entre des professionnels qui sont a priori en charge de penser l'espace et les habitants qui la vivent, on réancre en fait des pratiques dans des situations ordinaires. Et je pense que ça me semble être une bonne porte pour dépasser l'opposition de deux modèles de l'habité, qui se résument souvent assez tristement, logement individuel ou collectif. Ça fait pas franchement rêver en fait de résumer les choses à cela, et pourtant j'ai l'impression que c'est souvent comme ça qu'on les réduit. Et c'est pour ça que j'ai envie, pas forcément de continuer sur cette question de l'habiter, ou bien de donner des chiffres comme je vous disais, mais plutôt de proposer quelques pistes de réflexion pour détacher la figure du symbole, et c'est-à-dire, pour reprendre la question posée par le Café Débat, c'est-à-dire comment proposer des espaces qui donnent à voir, laissent place à l'expression de cet individuel qui semble vital, sans prolonger un modèle qui ne fonctionne pas, dans les perspectives de crise, de raréfaction des terres et des ressources que l'on connaît. Et je pense qu'il faut rentrer par la question des échelles. Et on voit que les invités ce soir
travaillent à différentes échelles, mais aussi dans différents mondes professionnels, politiques, sociaux. Et pour moi, si on commence à se réintéresser à cette question du logement individuel, il faut le faire d'abord à l'échelle du territoire, de la ville, du village. Pourquoi ? Parce que l'habitant n'est pas seulement caractérisé par son habitation, mais par l'ensemble des lieux qui appartiennent à ce milieu. Et c'est pourquoi une réflexion à l'échelle du territoire sur les équipements, les services auxquels ont accès les habitants est essentielle pour éviter finalement ce qui catalyse souvent le plus de critiques, les infrastructures routières et les mouvements automobiles, mais surtout pour proposer un cadre de vie qui soit convivial, accessible, de proximité. Une deuxième échelle, c'est celle du voisinage, et pour moi c'est presque l'échelle la plus importante dans cette question. Si le logement individuel il caractérise un espace intérieur, un espace de l'intime, parfois même du repli social qui est nécessaire, il faut aussi reconnaître l'importance symbolique du rapport à la nature qui est recherché souvent chez les habitants, et donc le nécessaire travail aussi à propos du rapport à l'extérieur, de l'espace qui y est associé, qui est tout autant symbolique que la maison, le jardin. Ensuite, une réflexion sur le logement individuel, pour moi, ne peut pas s'imaginer sans une réflexion sur les interfaces qui le prolongent et le rapport au voisinage dans lequel les architectes, les paysagistes et les urbanistes ont tellement à imaginer et surtout beaucoup de compétences. Et c'est là, je pense, tout le travail dont tu vas nous parler, Romain, juste après aussi. Et la troisième échelle, qui est peut-être la plus évidente, mais aussi la plus difficile, l'échelle du logement. Il faut reconnaître, dans le sens réapprendre à connaître les ressorts de la maison pour en réinventer les formes. Il s'agit de renouveler de la part des concepteurs, mais aussi de la société, une culture de l'espace habité, en puisant autant dans ses expériences personnelles, son parcours habitant, que dans la capacité de ses habitants à dire et à produire l'espace. Ce ne sont pas que les concepteurs qui produisent l'espace, ce sont surtout ceux qui l'habitent. Et donc il faut réhabiliter les habitants comme des acteurs majeurs dans les manières d'habiter. Je pense que ça implique de créer des outils d'observation, des outils pour rentrer en lien, qui vont au-delà de simplement demander comment vous souhaitez vivre. Et il faut aussi ménager les conditions de l'autonomie des habitants vis-à-vis de leur espace de vie. Car le logement, tu le disais, c'est le reflet de l'identité de l'individu. Et en ce sens, la possibilité de transformer son espace participe de sa construction en tant que personne. Il est intéressant de proposer des configurations spatiales, à mon sens, qui prouvent leur aptitude à installer des conditions favorables à l'appropriation, à la transformation. Et enfin, un dernier détail, et je pense qu'il y en a plein d'autres, c'est qu'il faut s'intéresser aux objets, aux détails qui font maison, aux objets spatiaux qui symboliquement participent de la domesticité, de la définition d'un chez-soi parmi les autres. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai évité et oublié de nombreuses choses, et je pense que mon propos n'est pas très assuré sur ce sujet, mais c'était plus réfléchi comme une introduction à ce qui va venir après et les réflexions des concepteurs. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Manuel Combe, je suis physicien de profession et depuis 2020 élu en charge de l'urbanisme dans une petite localité sur la côte à Port-Scolaire, 1800 habitants. Donc ce que je vais vous exposer ici, c'est mon point de vue et l'action des petites communes de cette taille-là, à l'échelle des petites communes et puis à l'échelle, en faisant un zoom arrière, de l'intercommunalité, parce que les enjeux sont différents et puis les moyens d'action sont différents. En essayant de réfléchir donc à cette question du logement individuel, de son actualité et de son avenir. Alors, pour savoir d'où je parle, voilà mon parcours d'habitant. J'ai grandi dans un petit R+3, là, des petits immeubles dans la ville de Rennes. Donc des immeubles comme ça, dans ce parc, il y en avait 5. Et donc ça, bien sûr, ces habitants-là, ils ont une cinquantaine d'années, et c'était déjà du petit collectif où on avait réussi à densifier, mais en vivant dans un parc, on avait vraiment le sentiment, en plus, bon, moi, en l'occurrence, c'était un duplex, c'était tout en haut, et donc on avait ce sentiment d'être chez soi et d'être près des espaces naturels, parce qu'il y avait un grand parc dont tout le monde pouvait profiter,
Et donc, pour ce que j'en vois, ça ne se fait plus tellement, mais je pense que c'était quand même une très bonne idée. Par la suite, j'ai vécu pour des études à Paris et à Mexico, et en dessous là, donc c'est des villes avec un très fort patrimoine bâti, de grande qualité, mais aussi une énorme densité. Donc il a fallu inventer des formes de logement qui s'adaptaient à ça. Et puis quand on a poussé à l'extrême, j'ai vécu 2 ans au Caire. C'est l'image que vous avez en haut à droite. Donc là, c'est l'entassement des habitations, la frénésie des constructions, aucune règle, les lois de la jungle pour construire. Il se trouve qu'ils sont beaucoup moins concernés par l'artificialisation des sols puisqu'ils construisent dans le désert. Donc voilà, le Caire est une ville qui prend presque 1 km de circonférence tous les 2 ans. En tout cas depuis 2010. Voilà. Et maintenant, depuis une quinzaine d'années, je vis dans un petit village, donc à Porspoder, où on est très proche des espaces naturels. Vous voyez que ça m'a un peu vacciné de vivre dans les grandes mégapoles. Et puis depuis, donc dans des petites communes, ceci dit, dans ces petites communes, il faut aussi construire. Il y a des besoins très forts, très très forts. La pression sur l'immobilier est énorme. Et donc il faut trouver des solutions. Et bien sûr, vous ne trouverez pas d'immeuble de 15 étages à Porspoder, donc il faut trouver du logement qui soit dense. Souvent, des demandes sont de logement individuel. Donc ça fait beaucoup de contraintes et c'est de ça que je vais parler. Donc d'abord à l'échelle d'une petite commune rurale. Donc depuis 2020, quand on s'occupe dans une petite commune de l'urbanisme, ça consiste surtout en 3 missions, en tout cas à Porspoder. D'abord d'instruire les permis de construire, les permis d'aménager. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on est en prise avec la demande, c'est-à-dire que les souhaits des habitants, que ce soit architecturaux, d'occupation des espaces, le besoin d'espace vert ou pas. Bon, ici, dans le Finistère, on a un petit souci avec le vouloir faire propre. Donc, on artificialise même quand c'est dans le jardin. Donc ça, c'est vraiment en prise avec les souhaits actuels des gens qui bâtissent. Mais il y a un biais énorme, c'est qu'on a une vision de ceux qui bâtissent. Donc, c'est ceux qui ont des moyens. Or, on ne construit pas du tout que pour les gens qui ont les moyens de construire leur propre maison. Et donc, il va falloir sortir de cette vision-là, ce scope des permis de construire, parce qu'en fait, si c'est des permis de construire individuels, on est assez loin de la réalité et surtout on est très 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 loin des besoins. La deuxième mission importante, c'est la révision générale du PLU, du plan local d'urbanisme de Porspoder, dont j'ai pris la charge il y a 3 ans, et donc il vient d'être rendu exécutoire au mois d'octobre dernier. Donc là, les enjeux, ils sont très importants, puisque, comme vous le savez, il faut densifier l'habitat. Le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui est le document supra au-dessus du PLU, nous impose un certain nombre de chiffres en termes de densité de l'habitat. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des enjeux très forts, puisque les gens, en général, viennent nous voir en disant « mais moi, je veux que mon terrain non construit soit constructible ». Et quand on a divisé par 4 la surface des aires qui sont des surfaces à urbaniser entre 2010 et 2023, il fallait sortir dans la rue avec un gilet pare-balles. Que vous ne vous rendez pas compte, monsieur, vous nous ôtez notre terrain, c'était l'héritage de mon fils, il devait construire, etc. Bon, c'est la loi, c'est comme ça, donc ça nous a permis de nous dédouaner complètement, mais simplement, diviser par 4 les surfaces à urbaniser, ça fait un choc sur la côte rurale. Et il y a d'autres enjeux que de densifier. Il faut aussi penser, bien sûr, quand on veut densifier, le risque, et c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup autour de mon village, de densifier de façon complètement irréfléchie, c'est-à-dire en artificialisant quand même. C'est-à-dire on pourrait penser de l'habitat dense, mais avec des aménagements paysagers, un soin de la biodiversité, etc. Et c'est assez rarement fait, puisque ce sont très souvent des communes qui se délestent de ces terrains, qui les donnent à des constructeurs qui veulent construire très vite et qui ne s'occupent pas de tous les sujets dont il faudrait s'occuper. Donc, entre les enjeux paysagers et la biodiversité, on avait beaucoup de travail à faire sur ce PLU. Et puis la dernière chose, bien sûr, c'est la construction. Donc maintenant que le PLU est voté, on peut construire des petits lotissements à Porspoder. Et dans ces enjeux-là, il y a 2 contraintes qui sont très importantes. D'abord, la contrainte financière. Pour les petites communes, mais c'est vrai pour des grandes communes, il y a des contraintes financières pour toutes les opérations d'aménagement. Donc il faut rester dans le cadre. Et la deuxième chose, c'est que si on n'a pas de volonté politique, eh bien on donne ça à un constructeur et un promoteur qui va s'en charger. Il fera ça sans avoir réfléchi à tout ce que la commune voulait faire. Soit vous gardez la main, donc moi c'est ce que je préconise, et si vous gardez la main, il faut avoir clairement une volonté politique affichée. Alors, pour ça, on peut illustrer ça avec le projet qui est là, vous voyez le plan de composition, c'est donc un petit lotissement, il y a 8 lots. C'est un terrain qui est en bande, il n'est pas très grand, donc 8 lots de 400 mètres carrés à peu près. Et les enjeux, c'était bien sûr de pouvoir
densifier, mais garder des aménagements paysagers pour que les gens puissent se sentir à la fois chez eux et proches des lieux de nature. Alors, on a d'illustres prédécesseurs qui ont travaillé sur ça il y a déjà une vingtaine d'années. Il y a ici en haut la commune de Langouette avec le lotissement de la Pelousière, donc, qui a été très bien pensé avec les habitants et pour les espaces naturels et la biodiversité. Et puis, juste à côté, à Aidé-Bazouges, le lotissement aussi, qui, vous voyez, dans ces deux cas-là, ils ont réussi à faire soit de l'individuel vraiment individuel, soit des petits collectifs qui donnent quand même le sentiment de vivre dans des maisons quasiment individuelles, de faire ensemble. Donc, ils ont fait de la co-construction, tout le voisinage a collaboré. Et donc c'est suffisamment dense pour avoir réservé des espaces de nature. Donc ça, c'est l'un des grands enjeux. Si vous arrivez à densifier, on peut quand même préserver une qualité d'habitat, une qualité de vie qui se base notamment sur le fait d'être immergé, comme je vous le disais dans mon enfance, hein, dans des espaces de nature. Et donc ça a été, à mon avis, très bien réfléchi. Alors comment on fait aujourd'hui? Voilà un projet dans la commune de Porspoder. On veut densifier, on veut faire du social et faire un projet qui soit écologique. Alors pourquoi faire du social? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, la demande, juste en logements sociaux, pour qu'on voit les besoins dans le Finistère, les logements sociaux ont augmenté de 31% en 2 ans. Plus 31% en 2 ans. Par ailleurs, les gens ont moins de moyens qu'avant. Bon, contexte inflationniste depuis 2 ou 3 ans, certes, mais surtout l'augmentation du prix du foncier et les taux d'intérêt qui sont au-dessus de 4%. Donc, les gens qui pouvaient avant, il y a encore 5 ou 10 ans, construire des petites maisons individuelles, souvent ne peuvent plus se permettre. Donc, on a ce contexte-là, et donc si on veut densifier, l'une des solutions qui nous a apparu, c'est que pour densifier, il faut de la mixité. Donc, du petit logement semi-collectif, éventuellement du logement social, là pas forcément, mais ça peut être du logement social, et puis des maisons avec des lots à bâtir, en fait, pour bâtir ces maisons. Alors, donc là j'ai illustré un petit peu ce qu'on veut faire, mais si on veut rentrer dans le détail, voilà la volonté politique que l'on s'est donnée dans la commune de Porspoder. D'abord, on veut de la densité, donc il faut de la mixité. Vous aviez vu au départ, on avait 8 lots, et finalement on aura 16 logements. Pourquoi? Parce que sur les 2 premiers lots, on les a réunis pour faire une proposition de logement social où il y aura 10 logements. On essaie de garder, donc c'est Bertrand Maglia qui a dessiné ça, c'est le projet d'avoir des logements qui quand même donnent cet aspect d'être bien compartimenté pour donner un aspect paysager qui se rapproche de la maison et qui ne soit pas trop haut. Donc on a un R+1 ici, et d'autre part ici, donc on a doublé le nombre de logements qui était prévu, en passant de 8 à 16, mais on a aussi une vocation sociale pour la raison que je disais, si on veut faire du logement individuel, ou bien on ne fait rien en termes de vocation sociale, et donc ce sera les gens qui ont les moyens qui vont pouvoir encore construire, et les autres sont tous dans des tours, ou bien on décide, et là c'est parce que la commune a la main, d'écrire un règlement d'attribution qui vise des primo-accédants, des revenus modestes, des familles, des travailleurs locaux, parce que sinon, ces 4 catégories de personnes ne pourront plus vivre sur la côte ou en milieu rural parce que le prix du foncier a beaucoup trop augmenté. Alors, pour les aider, la commune a décidé de diviser par 2, un peu plus que 2, le prix du foncier sur le marché, donc de vendre des parcelles, plutôt qu'à 150 € du mètre carré, ce qui s'est vendu dans le privé à Porspoder l'an dernier, de passer à 60 € du mètre carré. C'est le projet, on verra si l'équilibre global permet de le faire, mais bon, on a poussé le curseur de l'augmentation de la taxe d'habitation à 60%. Donc ça va permettre de financer 60% pour les résidences secondaires. Parce que vous avez suivi l'actualité du mois d'août dernier. Ça fait un peu polémique, mais voilà, c'est fléché sur les opérations de logement pour que tout le monde puisse en profiter. Donc des prix aidés, du coup des clauses antispéculatives, parce que bien sûr la commune n'a pas du tout envie de se faire entourlouper. Et puis on a dit, si on fait du logement individuel ou presque individuel et qui soit densifié, c'est très important d'avoir des aspects paysagers qui sont bien pris en compte. Sinon, bien sûr, on n'aura pas de chez-soi, les gens vont se marcher dessus les uns sur les autres, etc. Donc il faut des aménagements paysagers, notamment sur les thématiques assez sensibles, dont vous avez parlé tout à l'heure des clôtures. Ça, c'est souvent très très sensible en termes d'aménagement paysager. Et les plantations, donc là, c'est pareil, la commune a la main et garde la main, c'est la commune qui va planter les aspects, les espaces communs. Et pour le bien vivre ensemble, donc là, il faut que les gens puissent interagir, vivre ensemble en étant de toute façon à des distances assez courtes entre soi et son voisin. Donc il faut bien penser l'aménagement de façon globale.
Et donc, pour faire cela, sur la proposition de TLPA, d'ailleurs, on va travailler sur ce projet-là, on a décidé d'avoir un architecte conseil qui va prendre la globalité des projets, c'est-à-dire les gens qui vont être retenus pour bâtir sur ces lots-là. Donc on les a sélectionnés selon les critères dont je viens de parler juste avant. Et ils vont avoir des rendez-vous assez nombreux avec l'architecte conseil pour pouvoir construire dans le cadre des maisons bois que vous avez vues ici. Là, c'est des maisons bois RE21 et qui sont modulables. Et donc, dans le cadre de cette perspective de maison à 3 doubles pentes, parce qu'il y a un enjeu paysager avec des fermes patrimoniales qui sont juste à côté. Dans ce cadre-là, ils vont définir, comme ils le souhaitent, leur projet et ils vont coécrire le permis de construire avec notre architecte conseil. Et la commune ne vendra les terrains qu'une fois que le permis de construire aura été accordé. C'est-à-dire qu'on garde la main, y compris sur les aspects paysagers, ce qui échappe très généralement aux communes, parce qu'ils ne se donnent pas la peine de faire ce type de construction. Donc je pense que la solution terrain plus permis de construire, qui sont vendus en même temps, eh bien, c'est une solution d'avenir. Et je pense que les communes rurales, en tout cas, à cette petite échelle, devraient s'en saisir pour leur lotissement qui soit dense, mais qui soit quand même à une vraie vocation sociale environnementale. Voilà, un deuxième projet plus grand, donc minimum 28 logements. C'est le lotissement de Mézouvourche. Il y a de nouveaux enjeux parce que c'est plus grand. Il faut réussir à trouver un équilibre financier, d'une part, et puis il faut trouver un équilibre avec le voisinage. Parce que le voisinage d'un projet en devenir, ça peut être très compliqué. En l'occurrence, Romain Vigne pourra nous expliquer ça tout à l'heure, parce qu'il a travaillé sur le projet préopérationnel de ce lotissement, la gestion des contraintes des habitants qui précèdent les nouveaux acquéreurs. Voilà, à l'autre échelle à laquelle je travaille, il y a l'intercommunalité. Donc l'intercommunalité va décider, d'abord c'est eux qui ont la compétence pour les plans locaux d'urbanisme, et surtout pour nous dans 2 ans, donc je pense pas dire c'est dans la communauté de communes du Pays d'Iroise, dans 2 ans devrait arriver le PLU intercommunal. Donc il va donner la règle commune pour 19 communes. Donc nous on vient de sortir d'un PLU qu'on estime très ambitieux d'un point de vue du patrimoine bâti, de la biodiversité, et donc si tout ça est balayé par un PLU intercommunal qui arrive et qui simplifie tout en normalisant par le bas, eh bien on aura tout perdu puisqu'on a travaillé pour eux. Donc le but du jeu c'est d'influencer autant que c'est possible les débats pour l'écriture de ce PLU intercommunal. Et donc j'ai intégré le copil du PLU l'an dernier pour ça. Quel est le contexte? Donc là j'essaie de me projeter un petit peu dans l'avenir. Donc c'est pas moi qui fais l'étude bien sûr, hein, je vais me baser sur les études qui ont déjà été faites. On va se projeter à 20 ans, donc 2040, 45. D'abord vous savez sans doute que depuis 1980 l'artificialisation des sols s'est accélérée très fortement en France et on a artificialisé, enfin, les surfaces artificialisées ont grimpé de 70% depuis 80, alors que la population n'a gonflé que de 19%. Donc cette incohérence totale nous envoie dans le mur. Donc le législateur a décidé d'imposer à l'horizon 2050 le zéro artificialisation nette. Alors qu'est-ce que ça veut dire zéro artificialisation nette? C'est-à-dire qu'en 2050, toute nouvelle construction qui va artificialiser du sol, donc l'imperméabiliser, devrait être compensée par la renaturation de la même surface d'autres choses. Donc ça va être des friches industrielles, des friches agricoles, ce genre de choses-là. Donc les communes et les intercommunautés, en ce moment, sont en train de racheter partout tout ce qui ne sert plus à personne, de façon à pouvoir le renaturer. Ce sera très coûteux, mais on peut en passer que par là. Donc il va falloir renaturer des surfaces non utilisées pour pouvoir construire du logement près des centres-bourgs, c'est-à-dire en densifiant. Non pas, on ne reconstruit pas du logement sur les surfaces récupérées, celles-ci on les renature, et on ne construit qu'en densifiant dans les bourgs, dans les villages. Et avant ça, donc il y a une étape, c'est qu'entre 2021 et 2031, il faut artificialiser 2 fois moins que la décennie précédente. Donc là, on est dedans. On est en train de réduire, c'est pour ça qu'on a divisé par 4, notamment les surfaces à urbaniser à Port-Spadère depuis le PLU de 2010. Donc ça, c'est les perspectives de réglementation. Les perspectives de démographie. Localement, donc ça c'est la carte du Pays d'Ouest, vous voyez, bon, ça se dépeuple éventuellement un petit peu du côté de Crozon, le bassin d'emploi n'est pas là, mais par contre à Brest et au nord de Brest, Landerneau et toute la côte, ça croît. Alors, ça croît pas forcément pour le bassin d'emploi sur la côte, mais parce qu'il y a beaucoup de retraités qui sont aujourd'hui
les personnes qui ont des moyens, en moyenne, pour venir construire et habiter sur le littoral, qui devient très couru puisque le prix du foncier a très fortement augmenté. Alors, pour ce qui me concerne à la CCPI, ça correspond à la projection qu'on voit là, la projection sur 20 ans de la population, c'est plus 7%. Donc plus 7% en Bretagne, c'est pas très courant, à part peut-être dans les endroits très attractifs, peut-être le golfe du Morbihan, peut-être la ville de Rennes. Mais sinon, ici, c'est quand même une perspective avec une forte croissance démographique. Bien sûr moins forte que ce qui s'est fait jusque-là depuis une vingtaine d'années, c'était le pic, c'est pour ça qu'on met le frein. Mais en tout cas, on est en train de faire une croissance de la population qui est assez forte. Alors, qui ce sera, cette population qui va venir pendant 20 ans? Eh bien, cette population, alors, je vais faire en 2 étapes. Alors, cette population, vous voyez ici, ça c'est vous voyez en gris la population 2015, en noir la population projetée 2040. Donc, bien sûr, la population en moyenne vieillit. Et donc, on va avoir une population de plus de 65 ans qui va augmenter de 50% d'ici 2045. En 2040. Donc, plus 50%. Donc, les nouveaux habitants de ces territoires vont être majoritairement des retraités. D'accord ? Alors, ils ont les moyens, en général, c'est pas vrai pour tout le monde, mais disons qu'en moyenne, pour ceux qui veulent investir et habiter sur la côte, ils viennent là, parce qu'ils comptent bien acheter des maisons déjà existantes ou bien construire. Alors, comment on va trouver autant de logements pour une croissance démographique importante, notamment, c'est pas la natalité du pays de l'Ouest qui a explosé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur la côte. Donc, comment on va faire, sachant que les personnes qui viennent sur la côte, pour beaucoup, ce sont des retraités. Or, les petits villages ruraux n'aspirent pas spécialement à ça, parce que déjà, leur propre population vieillit beaucoup, donc on a un décalage de la pyramide des âges que les communes souhaitent rééquilibrer, ne serait-ce que pour faire fonctionner les activités économiques de la commune, les écoles, etc. Les associations aussi, même s'il y a beaucoup de retraités qui rendent dynamiques ces associations. Alors, l'une des solutions apportées par l'ADEPA, l'agence d'urbanisme brestoise, c'est que, normalement, justement parce que la population vieillit, on a aujourd'hui à peu près 45% des maisons qui sont occupées par des habitants de plus de 60 ans. Et dans 20 ans, ces gens-là auront plus de 80 ans. Et donc, ils vont commencer à libérer ces logements, soit parce qu'ils partent en institution, soit parce qu'ils partent dans d'autres logements, soit parce qu'ils décèdent. Et donc, pour ceux qui vont libérer leur logement, il faut faire des hypothèses de travail. L'Observatoire de l'habitat a fait des hypothèses en disant qu'il y aura une certaine proportion qui vont rester en habitat, en résidence secondaire, et puis d'autres qui vont être revendus. Et donc, l'ADEPA, il voit une opportunité de voir que, alors ça me paraît très très optimiste, ils annoncent jusqu'à 5000 logements libérables par an dans le Finistère, par ce mécanisme. Donc, vu que la population vieillit, qui ne vont pas rester dans des logements qui sont trop grands à chauffer pour une seule personne et trop durs à entretenir s'il y a des jardins, donc ils vont libérer leur logement. 5000 par an, ça me paraît très optimiste. Les élus avec qui j'ai parlé en intercommunalité ne croient pas du tout à ce chiffre. Donc, ils veulent, bon, c'est pour d'autres raisons, mais ils veulent construire. Et ils sont très contraints par le SCOT qui va leur dire on densifie davantage. Donc, si vous construisez, ce sera sur des surfaces très faibles par rapport à ce qui s'est fait jusque-là. Donc, il va falloir convaincre les acheteurs et les habitants qu'ils auront peut-être des logements, mais ce sera à densifier. Donc, on va commencer à avoir des habitats avec R+1, R+2, R+3 dans des petits villages. Ça, je pense que c'est ce qui nous attend de toute façon, mais il faut que les gens commencent à s'y habituer. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Les contraintes sont nombreuses. Il y a une migration littorale, dont on en a parlé tout à l'heure, plus 7% en ce qui concerne mon intercommunalité. Il y a un phénomène très important de desserrement des ménages, c'est-à-dire que les couples peuvent se défaire beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Et maintenant, du coup, il faut 2 logements, là où il y avait un ménage avant. Et il y a un phénomène encore plus récent qui font que quand les gens se séparent, après, ils ont une nouvelle vie, puis ils peuvent se remettre en couple. Les gens qui se remettent en couple, de façon très très importante maintenant, ne prennent plus un logement. Chacun garde son logement, et puis voilà, on se fait une nouvelle vie à 50, 60 ans, et puis en fait, on garde quand même son logement chez soi. Donc ça, bien sûr, on ne peut pas aller contre, parce que politiquement, c'est un constat qu'on fait. Et par contre, ça n'aide pas du tout à loger des gens, puisqu'on a un desserrement très important de la population. Je vous donne un exemple. J'ai vu hier le vice-président de l'aménagement du département de Finistère. C'est le maire de Saint-Renan, Gilles Meunier. Il me disait un chiffre que je trouvais assez éloquent. En 15 ans,
Donc, il y a 15 ans, la commune de Saint-Renan, aujourd'hui il y a 8500 habitants, il y a 15 ans, donc, il y avait un certain volume de logements. Si on prend aujourd'hui le même volume de logements, donc il y a des constructions en plus, mais on ne les compte pas, on regarde juste le volume de logements qui existait il y a 15 ans. Dans ce volume, il y a moins 1400 habitants aujourd'hui. Donc ça, c'est du desserrement. Donc ça chiffre, c'est très très conséquent, parce qu'on parle d'une commune de 8500 habitants. Donc le desserrement, c'était 1400 logements, 1400 personnes non logées dans un même volume. Et pour vous chiffrer l'apport de population relativement âgée, c'est-à-dire plutôt des retraités. Enfin, retraités ou même un peu plus jeunes que ça, mais en tout cas, ce n'est pas des jeunes familles qui viennent s'installer. En 6 ans, à Saint-Renan, ils ont eu 400 habitants supplémentaires. Très bien. Combien d'élèves en plus dans les écoles? 0. 1040 il y a 6 ans, 1040 aujourd'hui. Voilà. Donc la population qui vient, en moyenne, ce n'est pas du tout de la population avec des enfants, etc. Donc ça veut dire que les pyramides des âges sont en train de se décaler vers un vieillissement, et c'est vrai notamment dans les communes côtières. Donc comment on fait avec tout ça? On a le ZAN qui arrive, donc il faut densifier. Le ZAN, c'est une solution à un problème majeur en France de l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais on a un ZAN d'un côté, et puis on a le desserrement des ménages, les migrations littorales de l'autre. Et en plus, du point de vue des gens qui voudraient habiter, il y a cet effet ciseau bien connu, c'est-à-dire que le prix du foncier a monté en flèche, surtout sur la côte, et les taux d'emprunt sont montés de 1 à 4,5%. Alors on nous dit que dans 6 mois, ça va se stabiliser, que ça va commencer à redescendre. On verra rien. Mais en tout cas, on est toujours à 4%. Et donc, les gens ont de moins en moins de possibilités de construire. Donc, le résultat de ça, c'est qu'il faut construire des petits logements. Et ça, c'est ce dont on essaie de convaincre les élus qui travaillent dans les intercommunalités, parce que ça répond à 2 types de problèmes. Ça répond au fait que les gens n'ont plus les moyens de construire des grandes choses, des grands habitats, que de toute façon, vu qu'il va falloir densifier énormément pour respecter le ZAN, il va falloir construire en artificialisant le moins possible, parce que de toute façon, cette surface-là, il faudra la compenser. Et ça répond à une solution partielle dont on parlait là de bas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont libérer des logements. Mais pour que ces gens, on les accompagne à libérer des logements, ils quittent une maison grande, trop dure à chauffer, trop dure, des jardins à entretenir, il faut pouvoir les accompagner, leur proposer des logements. Éventuellement d'ailleurs des logements adaptés à des personnes qui ont plutôt 80 ans. D'accord ? Donc la perspective à notre échelle d'intercommunalité, c'est de produire du petit logement, mais il va falloir s'adapter vraiment aux besoins, savoir quelles sont les populations qui vont arriver. Et ce n'est pas ce qui s'est fait jusque-là, mais il faut qu'on change de braquet et qu'on oriente beaucoup vers le petit logement. Que ce soit du logement social, il était déjà petit, mais même le logement non social, il faut qu'on pense semi-collectif, il faut qu'on pense des petits logements. À l'échelle de la commune, comme à l'échelle de l'intercommunalité, ce qu'il faut, ce sont des choix politiques. Et là, la situation est tellement raide qu'il faut faire des choix politiques qui sont forts. Donc moi, mon point de vue, c'est d'écrire des PLU qui imposent dans des secteurs qui sont urbanisés, qui imposent systématiquement une opération d'ensemble. Les secteurs qui sont urbanisés, si vous voulez régler le problème, les différents problèmes qu'on a là, il faut que ce soit des opérations d'ensemble et non pas des lots libres de constructeurs. Parce que les lots libres de constructeurs, on va dans le mur en termes d'aménagement paysager, de bien vivre ensemble, etc., et de gestion de la biodiversité. On a vu ce que ça donnait les lots libres de constructeurs, très souvent, même si les gens sont de bonne foi, et les constructeurs aussi, ils font une parcelle carrée, la maison au milieu, et des grandes barrières le plus hermétiques possible pour que mes voisins ne me voient pas bronzer. Donc ça donne des lotissements caricaturaux comme on en voit partout. Donc il faut que ça change vraiment, parce que le vivre ensemble, ça ne passe pas par cette étape-là. Et quand il va falloir densifier, de toute façon, on verra ses voisins. Donc il va falloir penser aménagement global. Donc typiquement, la solution d'avenir dont on parlait tout à l'heure, terrain plus permis. Parce que ça veut dire qu'on aura pris le temps de réfléchir aux voisins, à l'ensoleillement, aux espaces de nature. Voilà. Alors si on va plus loin, bien sûr, je pense que les communes ont vocation à préempter les terrains qui sont mis à la vente, à les préempter de façon à pouvoir faire de la division parcellaire et de pouvoir densifier. Donc ça, c'est le rôle à assumer par les communes. Quand il y a parfois des grands bâtiments, une habitation avec 1-2 personnes, en fait il y a 8 chambres, donc très grands bâtiments. Donc bon, les communes pourraient préempter à la vente pour diviser ça en lots. Alors évidemment ça fait du rose dans Landerneau si on fait ça, parce que les grosses polémiques, le nom du maire est affiché dans les journaux, ça va pas du tout, il a volé le terrain de quelqu'un qui avait un projet, etc.
Donc c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, ça se fait dans le privé. On en voit, là, en discutant avec le maire de Saint-Arnaud, il me disait que dans les 2 dernières années, il y a eu 2 ou 3 opérations de ce type-là, où on a du grand bâtiment, et en fait, le propriétaire décide d'en faire finalement 5 T3. Et donc ça, c'est une façon de ne pas artificialiser, mais de densifier. Donc ça peut être aux communes d'inciter à ce type de projet et d'aller solliciter les propriétaires pour qu'ils puissent faire ça. Et enfin, alors là, c'est plus compliqué, mais Romain va en parler. Il faut que les communes soient proactives sur la densification quand ils souhaitent construire, et il va falloir éventuellement passer par des déclarations d'utilité publique, qui est un outil, un levier juridique pour faire avancer des projets de construction et pour faire avancer les négociations de façon à ce que les communes puissent acquérir les derniers terrains, notamment dans les zones déjà urbanisées, pour pouvoir densifier là. Parce que de toute façon, après ça, on ne pourra pas répondre aux demandes très fortes de logement. Voilà. 2 exemples que j'ai trouvés tout à fait pertinents. Ça, c'est à la Chapelle-Thoireau. Donc on voit qu'on a du logement individuel, mais qui est qualitatif. Il y a beaucoup d'espaces verts. Ça a été pensé derrière, parce que les jardins sont aménagés pour ça. Vous avez ici un petit collectif, donc là on est un R+2, mais voilà, on a aménagé globalement de façon à ce que la qualité de vie ne soit pas impactée par le fait d'avoir commencé à faire du logement ou individuel dense ou semi-collectif. Et un autre exemple de Bâtilab, donc ça c'est à Saint-Germain-sur-Île, et là ce sont des particuliers qui ont pris l'initiative parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le foncier, à acquérir du foncier pour faire des maisons. Donc il y a 4 familles qui se sont mises ensemble et qui ont décidé qu'ils allaient construire un collectif non collectif, c'est-à-dire de l'habitat individuel mais très très dense, et des espaces partagés de façon à faire, bon, ils ont fait aussi pas mal d'autoconstruction, et là ce sont les particuliers qui ont décidé de prendre les choses en main, d'acheter peu de foncier pour qu'ils aient quand même, eux, de grands espaces de nature à partager. Et donc ça aussi, c'est à mon avis une solution d'avenir. Voilà, je vous remercie. Donc, bonsoir à tous, donc Romain Vigne, urbaniste à l'atelier TLPA, et donc je vais vous parler ce soir de mon métier et comment j'essaye d'arriver à cette équation qui est assez compliquée entre densité, offrir cette qualité de vie à chaque habitant tout au long de ma pratique professionnelle au sein de l'agence. Donc moi j'avais envie de commencer mon intervention par cette image aérienne. Donc cette image aérienne, en fait, elle retrace bien l'illustration en gros de mon parcours en tant qu'habitant, mais mon parcours professionnel et ce que j'avais envie de faire plus tard. Donc là, on le voit, on est sur, nous avons des tuiles. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais bien en Limousin. Donc là, c'est un petit hameau du Limousin, d'où je viens. C'est pas spécifiquement celui-ci, mais qui est à côté. Et il illustre cette question de la complexité qui aujourd'hui est un enjeu majeur, en tout cas dans nos pratiques, dans le dessin de ce qu'on peut proposer. On le voit, hein, on a un agglomérat de bâtiments là, qui crée une ponctualité dans ce grand paysage qui est relativement préservé. Et donc, on a toutes ces vues qui se donnent à ce grand paysage. Donc moi, ce serait mentir de dire que c'est dans ce lieu que j'ai vécu. J'ai vécu dans une maison avec un très grand jardin, mais j'étais plus souvent fourré chez mes grands-parents à la campagne où j'avais cet agglomérat de bâtis et qui donnait sur des paysages lointains. Et peut-être que du coup, ça a sûrement influencé aussi le dessin aujourd'hui que je peux avoir et les réflexions que je peux avoir sur les différents projets au sein de l'agence. Donc du coup, moi j'ai voulu faire des aménagements, je voulais agir sur le paysage. Forcément, j'étais entouré de verdure, j'avais envie de travailler sur le paysage. Mais j'étais aussi dans du bâti qui m'intéressait, ses complexités, regarder une façade de biais, tiens, il y a une grange ici, ils font du bricolage à l'intérieur, donc là elle reste en tant que stockage, ici il y a une ferme, là c'est la maison de la petite mamie, enfin cette complexité du coup m'intriguait. Donc j'ai commencé à faire des études de paysage et après
je me suis pas orienté vers le métier d'architecte, mais le métier d'urbaniste. Et du coup, par le biais de cette pratique d'urbaniste, en fait, je pouvais à la fois agir sur le bâti et sur le grand paysage dans nombreux des projets. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité vous montrer cette image. Et ça pose quand même question, parce que du coup, lieu de vie, paysage environnant, des marqueurs dans l'enfance, la preuve, du coup, ça a même orienté les études, enfin mes études. Donc aujourd'hui, la responsabilité qu'on a en tant qu'urbaniste, architecte, paysagiste, en fait, le moindre trait qu'on peut avoir sur le plan, le moindre échange qu'on peut avoir en concertation avec les habitants, c'est aussi qu'est-ce qu'on donne aux générations futures, en fait. Quand on dessine un logement, il y aura des enfants qui vont vivre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils voient depuis leur chambre, par exemple? Qu'est-ce qu'ils voient depuis le séjour? Qu'est-ce qui va les marquer dans leur futur? Donc c'est vraiment une chose, en tout cas, qui me tient à cœur au sein de l'agence et de le faire sur chaque projet. Donc le logement individuel, donc, on le traite à l'agence sous forme de nouveaux quartiers, de reconversion de friches, que ce soit industriel, d'habitat, d'anciens garages automobiles, etc. Donc on est de plus en plus sur ces thématiques-là qui sont d'autant plus intéressantes. Et on se doit aussi d'être... on n'est plus en extension urbaine où on a juste une petite frange, où on a quelques riverains, et après, bon, c'est la campagne, c'est les agriculteurs. Du coup, il y a peu d'acteurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette question de comment on arrive à créer du logement dans des espaces de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'acteurs, et comment on arrive à offrir cette question de qu'est-ce qu'on a envie dans notre logement et dans notre logement individuel. Donc aujourd'hui, on est obligé de se réinventer tout au long de nos pratiques, et là, c'est une illustration que du coup Marianne a fait sur un carnet de sensibilisation auprès de nouveaux acquéreurs. Aujourd'hui, on pousse vraiment cette question-là systématiquement, parce qu'on le sent bien. Il y a un mouvement de fond qui est la maison individuelle classique, où on a l'habitude d'avoir la parcelle rectangulaire, comme le disait Manuel, avec la maison au milieu, et du coup c'est vraiment une lame de fond qui se poursuit, mais en même temps on a aussi aujourd'hui des contraintes, du coup réglementaires, et du coup des directives qui viennent d'en haut, qui nous incitent à prendre un autre chemin, comme elle a pu le démontrer du coup Manuel pendant sa présentation. Et donc nous aussi, on doit faire passer le message auprès de ces nouveaux habitants de comment on arrive à vivre aussi bien dans ces quartiers denses que dans l'imaginaire qui peuvent se faire de la maison individuelle dans un lotissement classique. Je parle de maison individuelle, on pourrait avoir le même discours sur la question des appartements ou des îlots collectifs, de comment on l'imagine. Les appartements tels qu'on peut l'imaginer en centre urbain ne sont pas les mêmes que dans les ZAC aujourd'hui qui sont créés, ou les nouveaux îlots jardins qu'on peut trouver dans les nouveaux projets d'aménagement. Donc comment allier intérêt privé et densification, c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous, notamment sur le projet de Force Vaudaire, qui du coup est une illustration d'un projet qu'on a pu avoir à l'agence il y a un an. Donc là, c'est donc le projet de Mézougourche. Donc intérêt privé, j'ai fait exprès dans le titre, intérêt public, intérêt privé, logement individuel dense, co-visibilité, préservation de l'environnement, de la biodiversité. Mais à la fin, comment on arrive à un plan? Mais on y arrive, hein. Il faut pas avoir peur, mais c'est juste que du coup, le processus de fabrique du projet n'est plus le même qu'avant, où on avait des grandes parcelles assez simples, il y avait une division parcellaire, quelques espaces publics. Bon,
le job était fait, pas forcément de concertation. Nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, et même on n'était pas dans cette dynamique-là quand les projets, au tout début, quand je suis arrivé à l'agence, on avait ce type de projet, on poussait toujours à déjà bouger les lignes. Une parcelle où on vit n'est pas forcément carrée, elle peut être triangulaire. Elle peut être hexagonale, enfin elle peut avoir des pieds, des angles, et c'est ce qui la rend d'autant plus intéressante de par sa complexité. J'ai eu cette semaine un aménageur qui m'a dit la plus belle maison du quartier sur lequel on vient de faire l'opération, c'est celle sur la parcelle en triangle. J'aurais jamais pensé. Bon, la preuve, comme quoi la complexité amène peut-être un peu plus de réflexion, et du coup on ne pose pas forcément une maison comme ça, à la va-vite, et on se creuse plus la tête de comment on vient vivre ce lieu. Donc à Porspoder, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est un parallèle, en gros, entre la concertation et nous, notre regard professionnel. Donc les planches, elles vont défiler, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est juste pour bien comprendre comment le projet s'est pratiqué, parce que c'est pas le cas de tous. Là, on était sur un projet donc à Porspoder avec Manuel Combe. Donc la mission, c'était venir habiter dans un quartier, venir faire un projet d'habitat dans un quartier déjà constitué, avec des riverains qui ne voyaient pas forcément ça du bon œil. Donc, il y avait, donc vous pouvez le voir sur la carte, un hameau historique qui était ici, composé de belles maisons en pierre, l'archétype des maisons bretonnes, et là c'était notamment des maisons maîtres de barque, et ensuite une urbanisation plus disparate avec un lotissement des années 70-80, une opération des années 30 qui était plus à l'ouest, et des maisons plus hétéroclites au nord. Donc là on avait vraiment un peu un tissu urbain assez mixte en termes de forme, mais en tout cas on avait énormément de riverains qui avaient vu sur ce site-là, et qui du coup se posaient des questions de qu'est-ce qui allait se passer sur ce projet. Et donc le choix de la municipalité, c'était tout au long de cette étude, d'avoir une concertation récurrente à chaque phase, et même plusieurs temps à chaque phase, chose qu'on ne trouve pas forcément. Cette étude, elle s'est déroulée en 3 temps. Un temps diagnostic, un temps scénario d'aménagement, et un temps plan guide détaillé. Et donc pendant ces 3 phases, de manière générale, c'est souvent qu'on a un moment de concertation par phase. Ici, là, on en avait beaucoup plus. Par exemple, sur le premier temps de concertation, on en avait 2. Sur la phase 2, on en avait 2 également. Et à la fin, on avait une réunion publique avec un autre atelier qu'on va développer ensemble. Donc au tout début, nous, l'important, c'est aussi de comprendre, quand on commence à dessiner sur un quartier, comprendre les habitants, les usages présents. Donc là, on avait commencé par une balade avec les habitants et les riverains. D'ailleurs, celle-ci était séparée en 2 pour qu'on entende vraiment tous les avis entre les riverains qui ne voulaient pas voir le jour pour ce projet et les habitants de la commune. Et ensuite, on a dû se réinventer pour la concertation, parce qu'en fait, on était face à une telle opposition que à chaque fois si on présentait un plan, forcément les gens regardaient où ils habitaient et du coup n'avaient qu'en tête l'intérêt privé, mais pas l'intérêt public. Donc nous, la concertation, en fait, on a essayé dès le départ de prendre le chemin pour que ce soit de plus en plus enrichissant, pour que le projet sorte de terre et que du coup vraiment on ait les paroles des habitants et que ça nous permette, nous, d'avancer progressivement et d'arriver à un projet complexe, mais aussi qui prenne vraiment en compte ce qui s'est dit pendant ces moments de concertation. Donc on a fait le choix
de ne plus regarder le site pour ce moment de concertation, le premier, et on a fait le choix de faire une lecture de paysage. Donc la lecture de paysage, elle a permis de mettre en avant aussi un paysage quotidien des riverains qui habitent autour du site et de ne pas être focalisé uniquement sur celui-ci. Et ça a permis, en fait, par le dessin, d'imager des choses de leur quotidien qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas. Par exemple, c'était très drôle, les dessins, à un moment, donc il y a une personne qui prend un crayon et tout de suite, son réflexe, c'était de faire les verticales et de dire il y a des poteaux électriques partout dans la rue. D'accord, c'est un fait, c'est vrai. Alors qu'il y avait des maisons colorées, il y avait des maisons bleues, il y avait des maisons rouges. C'était un quartier des années 30 rénové, mais la personne était focalisée sur ces verticales. Et du coup, ça, pour nous, c'est un petit exemple, mais d'autres ont dessiné, par exemple, la subsection de Pignon qui dessinait cette rue. D'autres étaient absorbés par exemple, on avait fait une lecture de paysage sur le lotissement qui était plus au nord, sur l'énorme palette de retournement, et en fait ça se lisait dans le dessin. Le dessin, il prenait quasiment toute la feuille avec cette palette de retournement énorme et des petites maisons qui venaient s'agglutiner autour de cette voirie. Donc ça a été très enrichissant pour nous, et ça a surtout permis de mettre en avant un attachement au paysage breton très fort, dans le sens où le hameau de Kéroustad, donc c'est le hameau que je vous citais tout à l'heure au niveau du site qui est plus au sud-est. Et donc là, on est arrivé à un consensus dans le sens où c'était la carte postale idéale de la Bretagne. Ça rassemblait tous les codes. Il y avait de la pierre, il y avait l'hortensia, il y avait les cheminées, les pignons, les ardoises. C'était vraiment... On apprécie ça, mais bon, ils avaient conscience qu'on n'allait pas construire un hameau de maître de barque. Économiquement, là, on aurait été non suivi par la commune. Mais, mine de rien, dans cet atelier de concertation, ça a quand même vraiment mis en avant un intérêt, du coup, public fort, c'est cet attachement au paysage breton, et c'est aussi un devoir en tant que professionnel, du coup, et architecte, de répondre à cette volonté de ne pas gâcher ces paysages bretons auxquels du coup les personnes sont si attachées. Et nous, ça met encore plus d'intensité on est face à notre plan, on se dit bon, on a été en concertation, on a eu ces retours-là de quasiment tous les riverains, même ceux qui étaient très récalcitrants, tout le monde s'est pris au jeu. Il ne faut pas qu'on se loupe. Donc, on est vraiment, du coup, ça met encore plus d'enjeux et on a envie de pousser les choses encore plus loin. Donc, vous avez un petit exemple des lectures de paysages qui ont eu lieu. Donc, nous, à la suite de ça, on a fait une carte d'enjeux qui permettait de synthétiser de comment on vient s'intégrer dans cette dent creuse et comment on vient habiter ce lieu pour demain. Donc là, on était en phase 2, et là, ça commençait à se concrétiser. Le projet avançait progressivement, le diagnostic, donc on ne touche pas trop au terrain, on dit que c'est une prairie, on dit que c'est une dent creuse, on parle d'objectifs de densité, on parle de végétation. Donc jusque-là, on ne parle pas de construction. Donc là, on était sur cette seconde phase, sur esquisser, imaginer. Et donc, on a souhaité... sur cet atelier, venir avec un fond de plan. Et là, comme je vous le disais, l'intérêt public et l'intérêt privé, pendant cet atelier de concertation, on a recueilli uniquement des intérêts privés. Et du coup, la question de la concertation, là, du coup, ça a été enrichissant pour nous, mais pas à un point où on est vraiment à retirer des idées très intéressantes, où on peut avancer ensemble avec les habitants. Ça a été plus compliqué et du coup on arrivait à des solutions où on était avec des fils de laine par exemple pour imaginer les liens qu'il pouvait y avoir entre les voiries, les liens piétons, les arbres,
Et donc du coup, le réflexe qu'ont eu les riverains, forcément, donc à l'arrière de leur maison, c'était des grands arbres pour être cachés du quartier. Ceux qui avaient une antenne pour avoir un futur accès, du coup, ils mettaient en impasse. Bref, du coup, on a eu du mal à retirer des choses de l'atelier, mais ça a permis de nous remettre en question sur l'atelier suivant et vraiment regagner l'intérêt public et vraiment de la richesse en plus au niveau du quartier. Donc parallèlement, nous on a travaillé donc, sur cette seconde phase avec le projet stratégique et sur cette phase, il était de la part de la mairie mais aussi des habitants, c'était la question de comment on arrive à sortir de ces lotissements classiques où on a une maison, une voirie, et du coup c'est une répétition similaire sur l'ensemble du terrain. Et donc c'est là où on a proposé un peu une réinvention en gros du comment on vient habiter ce site, en réinventant la figure du hameau qui tenait tant à cœur aux riverains et aux habitants. Comment nous, en tant que professionnels, on arrive à réinventer cette forme-là qui, du coup, aujourd'hui est économiquement infaisable. Comment on arrive à reprendre chaque code et, du coup, voir comment on arrive à les retranscrire, comment on arrive à avoir cette forme urbaine avec les nouvelles constructions qui sont plus des fermes immenses comme on peut le voir là, ou des maisons qui peuvent accueillir X logements, mais comment on arrive à faire des petits logements, qu'on arrive à une mixité, mais qu'on arrive à un paysage plus complexe que les lotissements classiques. Et donc là, ça a été le troisième atelier. Ça, c'était pendant la dernière phase, où donc là, on avait fait le diagnostic, on avait fait le projet stratégique, on savait où on voulait aller, on ne voulait pas reproduire un dessin de lotissement classique, mais bel et bien arriver à une complexité, une mixité dans la programmation. Et cet atelier a marqué quand même cette étude, parce qu'à nouveau, on a cherché l'intérêt public. Et là, on a fait exprès, donc vous pouvez le voir, on a fait un travail sur une maquette. Et cette maquette, on a fait exprès de la décontextualiser et d'être sur un support rond. On n'avait pas la maison d'un tel qui était là, la maison d'un tel. Non, là, on arrive avec un disque. Alors là, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce disque? Et donc, notre proposition, c'était ce disque représente une surface. Et cette surface, en gros, c'est notre contrainte. Nous, on a un périmètre, on a une densité à mettre de logements dans ce périmètre-là. Vous aussi, vous allez vous travailler sur cette question. Vous avez ce périmètre, et dans ce périmètre, pour répondre à la densité souhaitée et réglementaire, vous devez positionner 5 maisons et un intermédiaire. Et on a dit, ce sont les règles du jeu. Si vous voulez pas jouer du coup avec toutes les maisons, c'est pas les règles du jeu. Il faut jouer avec toutes les maisons. Et sinon, ça marche pas, parce que sinon, ça fait des plus grands jardins. C'est pas le résultat attendu. Et donc, on a travaillé, on a sur notamment, vous voyez la photo à gauche, les ombres portées et comment on arrivait à réinterpréter les hameaux historiques de Kéroustad en hameaux contemporains avec ces nouvelles formes bâties, d'intermédiaires, de plus petites maisons. Et donc on est arrivé là pour le coup à de multiples propositions qui étaient vraiment intéressantes, parce qu'en fait avec chaque groupe de travail on a eu un quartier bioclimatique, des personnes pensaient ensoleillement, panneaux solaires, d'autres pensaient espace commun sanctuaire en se positionnant à la croisée des routes, un espace public où on pouvait se retrouver. D'autres pensaient à des formes plus constituées, avec des garages qui viendraient s'accrocher à la rue, avec la maison en recul. Et du coup, on a pu aussi, via ces ateliers de concertation, sensibiliser aussi les habitants et aussi les futurs acquéreurs, parce qu'il y avait aussi un couple qui était venu pour s'intéresser au projet. C'était intéressant de partager cette expérience aussi avec eux, dans le sens où, en amont d'un projet de construction,
on est là aussi pour éveiller aussi cette question-là de quand on construit déjà pour plusieurs décennies, et on doit porter attention à chaque détail et notamment sur le paysage que ça crée pour nous comme pour les autres. Et donc ensuite, donc ça c'est le résultat de notre étude sur, on a souhaité travailler sur, ça c'est des volumétries qui sont issues du plan masse, où on a voulu travailler cette complexité de volumes, où du coup les volumes étaient prolongés par des carpores, des coursives. Il y a tout ce travail d'accroche à la rue, de pignons, d'alternance, et qui du coup aussi, par ces alternances et par cette complexité, on arrive à gérer les vis-à-vis, parce que le mur voisin du voisin fait écran, du coup on a notre espace intime de terrasse où on a envie de bronzer tranquille, même si on est à 2 pas de la plage, on est à l'abri des regards, et pourtant on est dans un logement individuel dans la plupart des cas, comme on peut le voir, mais à l'abri des regards, et en fait on se sent bien dans ce genre d'espace. Et donc, bon, en conclusion, le plan masse, mais du coup, ce qui est important de retenir, c'est vraiment cette complexité, et en fait, on aurait pu même revenir à l'image que je vous ai montrée au tout début, avec cet agglomérat d'habitat qui était très dense et qui donnait un paysage vraiment intéressant et des vues lointaines. Et ben, aujourd'hui, notre métier, c'est, selon moi, cette réinvention de ces hameaux, parce qu'en fait, ces hameaux, en fait, ils avaient déjà cette réflexion-là, mais c'était beaucoup plus naturel. C'était beaucoup plus naturel dans le sens où c'était auto-construit, il n'y avait pas forcément de plan directeur derrière ces constructions, ça se faisait au gré des besoins en fonction des familles qui habitaient aussi. Et donc, ça laisse à réfléchir en tout cas de qu'est-ce qu'on construit pour demain, comment ça va être mutable et qu'est-ce que ça va laisser comme marque dans les cerveaux des enfants qui seront plus tard dans ce genre de quartier, et du coup en espérant que ce soit des bons marqueurs et que du coup ça les sensibilise à la fois à la poésie des paysages et aux vues qu'on peut avoir depuis sa fenêtre, et du coup si on peut jouer tous ensemble dans l'aménagement du territoire, et vraiment même quand on n'est pas en tant que professionnel, on y est toujours confronté, parce qu'en fait tout le monde a une fenêtre dans sa maison, enfin je l'espère, et c'est vraiment important en tout cas d'être moteur dans cette... parce que c'est aussi... Je m'embrouille peut-être un peu, mais c'est pas grave. En fait, je pense que c'est le bien psychologique aussi. Enfin, quand on se sent bien dans sa maison, dans son appartement, parce qu'on a parlé uniquement de maison, juste d'avoir... Parce qu'on parlait de l'habitat, j'étais dans des grandes maisons, mais aussi dans des tout petits appartements parisiens où juste on a une émergence, un arbre, et on voit toute une vie qui se fait. En fait, déjà ça, c'est un paysage en fait. Le paysage, il n'est pas uniquement à grande échelle, on n'a pas besoin de vues immenses, ne serait-ce qu'un petit patio, une fenêtre qui a un bon angle sur un petit patio, en fait on peut être vraiment dans le détail, et donc la densité n'est pas forcément incompatible avec le logement individuel. Et j'ai peut-être dépassé, je sais pas. Merci. Donc, rapidement, donc Claire Bernard n'étant pas là, c'est Tristan qui va présenter son travail. On va passer une vidéo assez courte de 4 minutes où c'est Claire qui parle quand même de l'un de ses projets. Et puis ensuite, Tristan prendra le relais. J'ai été contactée par Charles et Sandrine pour réaliser cette maison sur le toit de l'immeuble qu'ils habitent depuis plus de 15 ans. Leur recherche, c'était d'avoir un espace extérieur accessible de plein pied. Ce manque en fait dans l'immeuble les a conduits en fait à chercher un terrain à bâtir en périphérie de Brest,
pour y construire une maison. Un jour, ma compagne, Sandra, a eu la lumineuse idée de dire mais pourquoi on ne construirait pas là-haut? La première des conditions, c'était d'avoir une maison qui fasse plaisir aux yeux et qui soit agréable à vivre. Ça passait forcément par un architecte. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Claire, notre architecte, qui nous a dit moi je vous la fais cette maison à tel prix. Et on dit banco. On a regardé un petit peu le quartier dans lequel on vient s'installer. Si elle a une écriture d'aujourd'hui, cette maison, elle n'en est pas moins inspirée dans le choix des matériaux de tout ce qu'on peut trouver autour de nous. On s'est inspiré du zinc qui est présent en couverture sur ces petites maisons qui sont à fond devant nous. La deuxième condition, c'est que ce soit une maison en bois et avec uniquement des matériaux biosourcés. Donc ça veut dire du bois non traité. Ça coûte évidemment un peu plus cher. C'est une des raisons qui ont fait qu'on a été contraint de prendre quelques lots de second œuvre, l'électricité, la plomberie et d'autres. Mais voilà, donc cette maison est une maison bio. On a fait des choix un peu plus économiques sur la façade nord en utilisant des tôles d'aluminium naturel. Aussi parce qu'en façade nord, c'est une façade qui est plus vulnérable en termes de pollinisation par des champignons, des algues. Donc ce matériau qui est très réfléchissant permet aux voisins qui ont une vue directe sur la maison d'avoir plus quelque chose qui reflète le ciel et donc de disparaître un petit peu. Le polycarbonate aussi pour le jardin d'hiver. C'est vrai que ces matériaux-là nous ont permis d'agrandir la maison. Si on avait fait une maison dont toute la surface était isolée, on n'aurait pas pu tenir le budget initial. Il faut bien voir que nous sommes là ici sur un immeuble des années 30, construit en pierre et moellons de terre, c'est même pas du ciment. Donc on ne savait absolument pas si c'était réalisable. Donc il a fallu faire une étude de structure. Il a même fallu, puisque la première étude de structure n'était pas favorable, changer de bureau d'études et qui finalement nous a dit c'est possible. Donc on a réalisé une ceinture béton en périphérie du bâtiment sur laquelle on est venu amener des grands lamellés collés qui reposent d'un gouttereau à l'autre et qui donnent ensuite la possibilité de reporter des charges qui ne plombent pas forcément avec les façades. D'où cette opportunité justement de faire une maison. Donc on n'est pas sur une surélévation qui reprend l'emprise complète du bâtiment, c'est-à-dire ici une longueur sur rue de 17 mètres par une profondeur de 10 mètres, mais on va pouvoir faire un plan plus libre et distribuer les surfaces qu'on a, donc ici 170 mètres carrés, les distribuer entre la partie isolée et la partie extérieure et dans le cas présent, le jardin d'hiver qui est un espace entre les deux qui va apporter 3 climats, donc ça va enrichir finalement l'habitat de 3 climats possibles. On a un toit clair déjà et ensuite 40 cm d'isolation. Les murs sont également très bien isolés, donc on a aujourd'hui une maison qui nécessite très peu d'énergie. Le petit poêle qu'on a pris nous suffit largement pour chauffer cette maison. On est sur une maison qui est quand même largement ouverte en façade sud et qui est traversante. Il y a assez peu de technologie en fait dans cette maison. C'est faire l'effort d'ouvrir tout simplement quand il fait chaud pour faire passer de l'air. Voir l'horizon, voir loin, c'est vraiment essentiel. Et ça, c'est un luxe remarquable. Ça marche? Non, pas encore. Ça va venir, il est coupé. J'attends que ça marche. C'est bon? Non, pas encore. Si, ça va venir. Bonsoir, du coup, je ne suis pas Bernard Claire, mais pas Claire Bernard non plus. Et donc je ne vais pas du tout ni parler de mon parcours habitant, ni quoi que ce soit. Je vais me contenter de commenter son travail à elle. On avait invité Claire Bernard parce qu'il nous semble qu'elle a un travail très intéressant sur ce qui peut être appelé habitat individuel sans être nécessairement.
une maison non mitoyenne dans un terrain plus grand que son emprise, etc. Et que ça nous semblait intéressant de finir ce Café de l'Espace sur des propositions architecturales, formelles, concrètes, sur d'autres manières d'envisager ce logement profondément ressenti comme individuel, sans pour autant correspondre à ce modèle dont je parlais. Donc évidemment, cet exemple, qui a beaucoup été déjà publié, une fierté restoise sur la production architecturale locale, donc une maison sur un immeuble. Ce que nous a dit Claire, puisqu'on avait préparé un peu ce Café de l'Espace avec elle, c'est que ce qui pour elle en faisait un logement individuel, elle le dit un petit peu dans la vidéo, et non pas une simple surélévation de l'immeuble, c'est le fait qu'elle ait pu dessiner une maison sur son terrain. Ce terrain étant l'emprise de l'immeuble, donc 17 mètres par 10, donc 170 mètres carrés, donc avec une emprise plus petite, la maison est une emprise d'autour de 100 mètres carrés au total, y compris l'espace non chauffé qu'on voit là en polycarbonate. Clairement, forcément, je dis clairement, c'est pas parce que c'est clair, mais, quand on pense densification, on a tendance à imaginer des niveaux en plus, donc forcément des tours, des gens qui ont plus d'air, qui ont plus de paysage, qui ont plus, etc. Là, forcément, on ne pourrait pas imaginer que sur tous les immeubles de Brest, on construise une maison et que ça puisse résoudre le problème dont on parle depuis plus d'une heure. Mais ça nous semblait être un exemple très intéressant de la manière dont on peut, en ville, pourtant construit sur un immeuble collectif, produire un habitat finalement profondément individuel et qui répond finalement à tous les codes de cet habitat individuel tel qu'on le décrit souvent comme rêvé par la plupart des Français, alors que construit en pleine ville et sur le dos d'une autre construction. Depuis, elle a plusieurs autres projets en cours sur Brest, de maisons sur le toit, de cette manière-là, c'est-à-dire pas une surélévation de l'immeuble, mais vraiment une construction autre, superposée sur le dos d'un immeuble ancien. Et je pense que c'est vrai que c'est un exemple intéressant de la manière dont on peut reconsidérer ce que peut être un habitat individuel. On peut peut-être passer au deuxième projet qu'on lui avait proposé de présenter. Alors là aussi, c'est un premier projet sur lequel maintenant elle fait un certain nombre de déclinaisons. Alors je vais essayer de bien décrire. Elle m'a envoyé ses notes. Je vais faire de mon mieux, je vous promets rien. Donc c'est un projet de logements sociaux pour Brest Métropole Habitat. C'est à Guilherme, je crois. Donc Guédou. 24 logements dans la ZAC de Penouat. Donc on est sur une ZAC, donc un quartier en extension urbaine. Et à l'époque, donc Brest Métropole Habitat fonctionne beaucoup par mini-concours, c'est-à-dire que plusieurs architectes peuvent être amenés à donner une idée, une intention architecturale sur laquelle ils sont retenus pour poursuivre le travail. Et il faut le dire, c'est important, c'est un travail conjoint avec Yannick Gégado, qui aurait pu remplacer Claire ce soir, mais qui n'était pas là non plus. Bon, elle était souffrante et lui absent. Du coup, c'est un projet sur lequel ils ont voulu reconsidérer beaucoup de choses. La commande était de faire des maisons individuelles et des intermédiaires. Et eux, leur proposition, elle est à la fois très économique et pourtant elle offre à bien des égards, dans ces logements, la qualité du logement individuel et même plus, en fait. En tout cas, je pense que ça rejoint beaucoup ce que nous recherchons, puisque c'était ça le titre du Café de l'Espace, au travers d'un certain nombre de systèmes qu'ils ont voulu proposer dans leur projet et qui ont fait vraiment l'intérêt. Donc là, j'essaye de lire ces notes. Sachant qu'avant ce projet, Yannick Gégado et Claire Bernard n'avaient pas eu l'occasion de travailler sur un projet de cette ampleur et pour du logement social. On va dire un projet collectif, même si au final, ce sont beaucoup des maisons juxtaposées, mais pas que, vous le verrez. Et que pour eux se posait vraiment la question de transposition entre une commande privée et du marché public, où on fait du logement public, donc, c'est-à-dire sans rencontrer les habitants, avant de dessiner leur logement. D'abord, ils ont voulu préserver des éléments forts du paysage. Ils construisent là un petit peu dans une forêt. S'ils avaient détaché les maisons les unes des autres, fait une route au milieu avec des parkings devant toutes les maisons, clairement, il aurait fallu abattre les 2 tiers des arbres. Ça n'a pas été le cas ici. Ils ont préservé la quasi-totalité des arbres en réunissant les maisons et en mettant le stationnement à l'entrée de la parcelle. Donc, il y avait des arbres sur la parcelle, des talus plantés, des traces de passage. Ils ont voulu retrouver, il y avait ce qu'on appelle des chemins du désir, souvent des petits chemins faits naturellement par les pas des gens,
sur des terrains. Donc ce terrain était traversé plutôt en diagonale selon la pente naturelle. Donc ils ont repris ce chemin-là pour en faire la venelle du projet. Donc ça, c'est une approche à l'échelle de la parcelle qui déjà est intéressante, c'est-à-dire que finalement, en rassemblant les logements et en les collant les uns aux autres, ils ont réussi à préserver un paysage et à le constituer en plus par leur architecture. Une réflexion sur la place de la voiture dans le lotissement, c'est le deuxième point. Réduire la voiture au strict minimum. Ça veut dire que c'est pas forcément qu'ils voulaient la retirer du paysage ou qu'ils voulaient embêter les gens avec le fameux mais qu'est-ce que je fais de mon pack d'eau plus le cosy avec le bébé quand je rentre des courses et que, etc. C'est vrai, il y a 30 mètres à faire au lieu de 5 ou 10. Il y a forcément un peu de mètres à faire de toute façon. Mais en admettant que cette contrainte-là, elle pouvait en face avoir tellement d'atouts que ça valait quand même le coup de le faire. Donc ils ont implanté le stationnement à l'entrée de la parcelle, le long des talus protégés, qui de toute façon, du coup, étaient impropres à l'implantation du bâti à proximité. Ils ont réalisé une connexion avec le lotissement en attenant par un cheminement doux qu'ils appellent la venelle, et que vous avez bien vu sur la photo. Cette venelle et tout cet espace qui permet l'accès au logement et qui les réunit d'une certaine manière, permet du coup aux enfants de jouer devant chez eux, sans danger et en toute liberté, sous le regard des adultes, précise-t-elle dans ses notes. Dans un troisième aspect, ils ont voulu favoriser les revêtements perméables, conserver des grandes aires de pelouse, créer des jardins, un verger, des espaces propres à l'infiltration. Donc on voit les illustrations ici, c'est-à-dire que finalement, avoir rassemblé le bâti au centre, avoir laissé les arbres tout autour, leur a laissé des espaces de prairie entre les deux, qui sans être forcément un ensoleillement permanent, permet une foule d'usages. Usages qui pour certains sont collectifs, ce jardin-là l'est, mais qui sont aussi individuels, c'est-à-dire que chacun a quand même son petit espace aussi, et il y a aussi des espaces collectifs. Il y a quand même un enjeu social qui est important. Il y a aussi cette notion, je trouve, qui est importante, là je l'ajoute, c'est pas dans ces notes, mais sur la taille du jardin. Moi, on rencontre beaucoup d'élus qui trouvent que, ou d'aménageurs, ou même de futurs habitants, qui disent « Oh, avant les terrains faisaient 1000 m², maintenant c'est 300, j'ai pas la place de vivre. » Et au final, entre un jardin résiduel, quand on a une parcelle de 300 m², on va dire qu'il reste 150 m² de jardin, ou ce qui reste quand on a 1000 m², il y a la distance qui permet l'intimité, ce qui pose vraiment la question de l'intimité. Mais sinon, la grande différence, en fait, c'est est-ce que je peux jouer au foot dans mon jardin ou pas ? Je caricature, mais n'empêche que l'usage réel qu'on a d'un petit jardin en ville, il est finalement des apéritifs, un ou deux arbres qui nous plaisent, faire un barbecue avec les copains, etc. Et ça prend très peu de place. Donc, finalement, l'usage d'un espace extérieur, comme ce qu'on vient de voir sur la maison sur le toit, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il y a besoin de beaucoup si on veut jouer l'intimité par la distance, et si vraiment on veut jouer au foot chez soi. Et du coup, jouer au foot en collectif, parce qu'il y a besoin d'être nombreux quand même, ça marche aussi sur un espace partagé. Puis la distanciation, finalement, la venelle est centrale, tous les logements regardent aussi vers l'extérieur, donc finalement cette intimité, elle se trouve au pourtour du projet. Donc concentrer le bâti en deux bandes de logements, individuels et collectifs, donc il y a deux grandes bandes de logements, une qui rassemble des maisons, l'autre des logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements superposés, je crois que c'est des T3 au rez-de-chaussée et T2 au-dessus. Et puis la récupération des eaux pluviales dans une cuve et des fontaines pour alimenter le potager. Et la piscine met-elle entre parenthèses, mais je ne crois pas qu'elle ait implanté de piscine dans son projet. Il y aura peut-être un jour un bassin collectif, qui sait. À la recherche d'une identité propre. Alors là, elle parle de réinterpréter l'identité rurale en utilisant finalement les matériaux, j'ai envie de dire chic et pas cher, c'est pas comme ça qu'elle le met, mais réutilise du fibrociment, non amianté évidemment, en couverture, des bardages en tôle, en bois, en polycarbonate, finalement des matériaux simples. C'est-à-dire que le logement populaire, depuis toujours, se fait avec peu de moyens. Et le peu de moyens, quand on veut construire un peu écologique quand même, c'est-à-dire en évitant au maximum la maçonnerie, ce sont ces matériaux-là. Et c'est les matériaux qu'ils ont choisi d'utiliser pour cette raison. Malgré tout, ils voulaient que les gens puissent repérer leur maison. Donc ils ont alterné les types de bardage pour qu'on ne voit pas là devant vous simplement une grande barre, mais une succession de volumes et de maisons qui sont quand même différentes les unes des autres. Effacer la différence entre les maisons et logements collectifs en face, parce que vous voyez les deux espaces, donc à gauche les maisons, à droite c'est du collectif, c'est de l'intermédiaire, en utilisant le même vocabulaire et en renforçant la mitoyenneté qui crée la venelle qui les rassemble. Entrer par les jardins d'hiver,
ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Là, vous voyez, donc là, on a un exemple typique. Entre les maisons ou entre deux appartements pour le collectif, ils ont pu créer, de par cette économie aussi de construction de la barre et de la, on va dire, une vraie sobriété quoi, de la construction elle-même, on a un grand rectangle extrudé, ils ont pu créer tous ces espaces libres d'usage, qui sont des espaces intimes, puisque pour le coup, on n'est vraiment pas au vu de tous, qui sont souvent fermés par le polycarbonate, donc qui est à la fois transparent mais pas complètement, ou plutôt translucide, et qui fait que ce sont des espaces non chauffés qui sont très économiques à construire. Donc à la fois ça sépare les maisons, ça permet une isolation acoustique aussi hyper garantie, et ça permet tous ces usages qui font que par rapport à ce qu'on pourrait voir comme un logement collectif, là on retrouve la qualité de ce qu'on pourrait imaginer être un logement individuel, c'est-à-dire plein d'usages différents et la place d'autre chose que simplement un petit séjour, une petite cuisine et des chambres. Et je pense que c'était vraiment le sens de cette proposition-là. Ils ne sont pas les seuls à avoir travaillé sur ces espaces en plus là. Lacaton et Vassal en particulier ont beaucoup travaillé là-dessus, une agence française qui a eu le prix Pritzker il n'y a pas longtemps, et qui a beaucoup travaillé sur ces espaces en plus en polycarbonate, donc économiques à construire, qui permettent une diversité d'usages, et finalement par cette diversité d'usages, chacun peut exprimer sa différence, tout en restant dans un ensemble cohérent. En cinquième et dernier point, c'était la qualité des logements. Donc ils sont tous traversant est-ouest, c'est-à-dire qu'ils ont tous la petite lumière du matin quand on prend son café un peu à peine réveillé, et le beau soleil du soir qui inonde le petit apéritif après avoir durement travaillé, avec beaucoup de grands vitrages, donc peu de fenêtres en nombre, mais plutôt des grandes. C'est pas exactement ça qu'on voit sur la photo là, il y a plutôt des petites aussi, mais voilà. Et donc tous les logements ont 25 mètres carrés en plus d'appropriation libre, qu'ils appellent jardin d'hiver. Des grandes hauteurs sous plafond, avec des hauteurs doubles dans les T5. Il y a des maisons qui ont des doubles hauteurs, donc vraiment, on le voit ici d'ailleurs, dans des espaces en plus. Ça permet aussi à des gens de pouvoir poser un plancher, de pouvoir agrandir la maison, de pouvoir jouer un peu avec leur logement. C'est ça aussi qui fait logement individuel. Une modularité du rez-de-chaussée selon la saison, des portes-fenêtres, jardin d'hiver, jardin, etc. On n'utilise pas les espaces de la même manière au fil de l'année. Accès à un espace extérieur de plein pied pour tout le monde, y compris pour les collectifs, qui ont tous donc un jardin privatif, et un poêle à bois, très apprécié apparemment. Et en conclusion de sa feuille, j'ai réussi quand même à peu près tout lire, elle liste quelques-unes des appropriations de ces jardins d'hiver. Pour nous, c'était une des raisons pour lesquelles on avait demandé à Claire de venir montrer ce projet ici. C'est vraiment cette capacité d'adapter son logement à ses envies, à ses usages individuels, qui en fait, à notre sens, un logement individuel. Même si ce sont des maisons accolées, même s'il y a des appartements pour une moitié du programme, elle a su sauvegarder, là, ils ont su sauvegarder un paysage et produire un logement dans lequel chacun peut s'inventer vraiment sa vie. Donc elle liste des appropriations des jardins d'hiver à Pénoat, une maison pour 12 chats, une salle de musculation, un atelier de réparation de moto, un atelier de peinture, une piscine gonflable, donc il y a vraiment une piscine, ping-pong et balançoire, nombreuses salles à manger d'été, et tout ce qu'on n'a pas vu, le meilleur sans doute. Oui, on m'entend. Donc merci pour l'écoute des intervenants. Donc on a duré un petit bout de temps quand même, il y avait plein de choses à dire. Donc maintenant, si vous le désirez, vous pouvez poser des questions, intervenir, juste donner votre point de vue ou votre propre rapport au sujet. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce que vous entendez par petit logement? Est-ce que c'est question de... Enfin, à quoi ça a trait, quoi? Alors, les petits logements dont on a besoin là, ça doit répondre aux besoins qui sont déjà exprimés par la population. Donc si c'est par exemple, on a les chiffres pour le logement social, puisque les demandes sont formalisées, et donc on a 69% des logements sociaux en Finistère qui correspondent à des T2 et des T3. Voilà. Et par ailleurs, pour ce qui concerne la libération des logements des personnes qui arrivent à un âge assez avancé, c'est pareil, ça va devoir répondre à un besoin pour une personne en général.
Donc c'est majoritairement T2, T3 pour recevoir les petits-enfants, etc. Mais voilà, principalement, ça va être T2, T3. On a essayé, je crois, donc c'est encore l'exemple de Saint-Renan que j'ai en tête, ils ont voulu proposer des logements collectifs, que ce soit pour du logement social ou pour du logement non social mais attribué par la commune. Ils ont proposé à plusieurs fois d'avoir une proportion, mettons 20-30% de T4. Et à la fin de l'opération, vu la demande, etc., ils ont à chaque fois systématiquement divisé les T4 en T2. Donc c'est voilà, très principalement T2, T3. Vous parliez d'un dispositif d'accompagnement des personnes âgées pour qu'ils puissent passer leur grand logement. Est-ce que vous avez des exemples plus précis de ce qui se fait ou ce qui peut se faire pour fluidifier tout ce marché? De l'habitat adapté, c'est ça pour, exactement, oui. On arrive à des logements plus petits mais avec des besoins spécifiques du grand âge, enfin, pas forcément du grand âge, mais des gens qui choisissent d'habiter dans des logements plus petits parce qu'ils arrivent eux à un âge, ils n'ont pas envie de chauffer toute une maison pour une seule personne, ou ils n'ont pas la force d'aller entretenir un grand jardin, ou simplement ils ont besoin de ne plus être seuls parce qu'il y a une forme de dépendance qui commence à se mettre en place. Donc il existe en tout cas un exemple que je connais à Plouarzel, qui s'appelle Ticocon. Et donc Ticocon, ça correspond à de l'habitat groupé, donc individuel mais très dense, groupé, de personnes qui sont indépendantes, mais qui sont des personnes âgées, donc avec quand même de l'habitat adapté, et avec des espaces communs. Et ces espaces communs, notamment, peuvent servir à des services, si c'est mis en place par la commune, des services d'un infirmier ou d'une infirmière, ou d'un kiné. Et donc, c'est des logements qui sont adaptés pour que des personnes âgées et qui sont encore indépendantes, qui vivent seules, hein, mais qui profitent d'espaces communs et de services communs à l'ensemble qui a été construit pour ça. Donc, il doit exister beaucoup d'autres solutions, mais en tout cas, vous pouvez regarder à Plouarzel le projet Ticocon. Sur cette question de l'accompagnement des personnes âgées, le CAUE du Finistère, il y a quelques années, a organisé un concours d'idées qui s'appelait Airbnb, et non pas Airbnb, et qui challengeait un peu des équipes de jeunes architectes, je crois que c'était vraiment destiné pour des jeunes ou des étudiants, qui devaient inventer en fait l'avenir. Donc l'hypothèse c'était une personne âgée qui vit dans une maison assez grande, genre une maison T4, qui a un jardin un peu profond, mais c'était même pas excessif. On va dire 600-800 mètres carrés, quelque chose comme ça, un peu de place, mais voilà, ça reste une vraie maison de village, où il devait inventer un peu l'idée de elle qui veut un plus petit logement et qui doit pouvoir accueillir une autre famille. Et du coup, les archis exploraient un peu qu'est-ce qui se passe si on construit une autre maison derrière, qu'est-ce qui se passe si elle va à l'étage et que les gens sont au rez-de-chaussée avec une extension. Voilà, il y a eu plein de choses d'explorer comme ça. Je pense qu'il y a encore le PDF de leur petit livret de résultats de concours sur leur site. Et il y avait un super travail qui a été fait là-dessus. Je ne sais pas quelle suite opérationnelle ça peut avoir, mais en tout cas, il y avait une belle agitation d'idées. D'ailleurs, pour rebondir sur ce concours, j'avais participé sur cette réflexion pour ce concours d'idées avec d'autres collègues. Et c'est vrai que c'était intéressant dans le sens où c'est aussi comment on propose aussi pour les personnes âgées le paysage intérieur qu'ils avaient dans leur maison où ils avaient l'habitude de vivre, comment ils le retrouvent dans ce nouveau logement. Et des fois ça peut être assez brutal, et certains professionnels ont aussi ont eu des retours d'expérience. Ils nous disaient par exemple, c'était tout bête, mais la hauteur sous plafond avait une importance assez importante parce que du coup la personne âgée souhaitait conserver le vieux buffet breton de l'arrière-grand-mère, mais qui du coup passait pas forcément dans... Et ça c'est quand même c'est une petite anecdote, mais qui en dit quand même long sur le logement individuel et comment on se sent bien dans ce logement individuel au travers des générations. Et ça c'est important, je pense, et il va y avoir une grosse problématique sur ces nouveaux logements à réinventer. On le sent, hein, dans chaque projet, on nous demande aussi cette question de mixité et comment on propose des logements adaptés aux personnes âgées. Et il y a tout un travail sur comment on prend aussi et comment
techniquement on amène les choses pour répondre à ces questions-là. À Blavelec, il y a ce qu'ils ont appelé un colcos qui s'est mis en place, un petit collectif de 7 logements. Et il y a notamment des personnes âgées, il y a des petits espaces collectifs, donc ça se développe. Alors, on a parlé ce soir de densification. Et là, on nous a parlé de densification relativement heureuse. Hein, on a parlé de concertation, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Brest, il y a une association qui s'appelle Au pied du mur, hein, qui regroupe une douzaine de collectifs qui luttent contre des projets qu'ils jugent démesurés. Hein, il y a tous les collectifs. Moi, j'en fais partie. On a un collectif dans notre quartier, hein, le quartier du Bougain, le collectif qui s'appelle Bougain en colère. Et tous les collectifs qu'on croise là-bas, aucun n'est contre la densification. On convient tous que la densification est nécessaire, c'est une obligation citoyenne. Par contre, on considère aujourd'hui, hein, on est relativement fâché que les élus, les urbanistes, les architectes, ils sont parfois tombés sur la tête, on fait n'importe quoi. Par exemple, je vois à Kerkeradec, en face de la caserne des pompiers, il y avait un site Arkea. Ils ont détruit le bâtiment, hein, et ils reconstruisent la même chose, un bâtiment sur 2 niveaux. Alors qu'on aurait pu élever bien plus dans cet endroit, hein, sans gêner personne. On serait monté à 10 étages, ça gênait personne du tout. Nous, dans notre petit quartier du Bougain, c'est un tout petit quartier résidentiel, il y a 2 petites rues en cul-de-sac. Eh bien, il y a un promoteur qui rachète une maison et qui la remplace par un collectif de 20 logements. Hein, et en haut de la rue, et donc il y a 5 niveaux, et on trouve que ça c'est démesuré. On sait qu'on peut faire des collectifs sur 3 niveaux, hein, mais qui respectent l'environnement. Hein, ça, on était prêt à l'accepter, et là on lutte contre le projet actuel. Personne ne nous écoute. On a découvert le projet, comme la plupart des collectifs. Hein, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'obligation de concerter. Et là, on voit bien. Hein, le début du propos sur Porte-Rosaire, les habitants, ils sont assez réticents. Et quand on se parle, quand on les fait participer, eh bien, on arrive à obtenir l'acceptation du projet. Et donc, et en face de ça, dans des projets comme les nôtres, dans des quartiers comme les nôtres, eh bien, on voit presque une situation de haine qui se développe, hein, où on pourra plus parler avec tous ces professionnels, hein, qui, de fait, agissent contre les habitants. Ça nous choque. Merci pour votre intervention. C'est tout ce qu'on essaye en fait de mettre en débat dans ce type de moment. J'espère que vous y avez trouvé votre compte ce soir. C'est-à-dire d'essayer de montrer des situations heureuses, effectivement. Alors on aurait pu, ça pourrait être le thème d'un prochain Café de l'Espace d'ailleurs, de parler de celles où ça se passe pas bien. Ce serait moins facile et moins joyeux comme soirée, mais évidemment que ça existe aussi. Nous, l'enjeu, c'était un peu avec l'organisation de ce Café Débat de montrer que on peut imaginer un logement. Quand on dit un logement individuel, en fait, ça veut un peu dire logement de qualité. C'est-à-dire les logements que des gens peuvent s'approprier réellement. Et c'est vrai que pour la plupart, pendant très longtemps, ce logement de qualité que je peux m'approprier, c'est la maison sur un grand terrain, avec l'intimité par la distance dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, Manuel Combe l'a très bien résumé, il y a de toute façon une impossibilité de continuer comme ça, légale et saine. Et puis, il y a de toute façon un vrai intérêt, à la fois écologique, économique, social, etc., de construire autrement. Donc nous, on a essayé ce soir de montrer d'autres manières, à la fois par on va dire la théorie dans la recherche, l'élu qui exprime un peu les obligations et le contexte dans lequel on se retrouve à réfléchir, un urbaniste qui montre une tentative de projet urbain dans lequel on arrive à dessiner d'autres formes
et à travailler autrement avec les riverains. Et puis Claire Bernard, donc, qui devait montrer un certain nombre de projets dans lesquels elle arrive à produire un logement réellement individuel tout en questionnant ses formes, y compris du grand immeuble. Et donc nous, on essaye de montrer les effets, comme vous l'avez dit, on essaie de montrer les expériences heureuses, parce que c'est de ça dont il faudrait, selon nous, s'inspirer, pour réussir à ce que densification puisse aller complètement de pair, comme l'a dit Romain Vigne tout à l'heure, avec un logement de qualité, avec une insertion dans le paysage qui soit de qualité aussi, et avec même un paysage intéressant pour les habitants, les riverains actuels, et puis les nouveaux aussi, et que tout le monde s'entende bien. Et quand vous parlez de la haine qui pourrait s'installer, qui aujourd'hui s'installe avec le promoteur, qui finalement, s'il construit, quel rapport en tant que riverain fâché que vous êtes, vous arriverez à construire avec les habitants de ces immeubles. Voilà, on commence avec ce type de démarche certains promoteurs, on ne va surtout pas faire de généralité, mais certains promoteurs dans certains projets trop maladroits, comme celui dont vous parlez, on commence d'emblée par dire on ne fera pas société ensemble. Parce que, effectivement, le projet qui vous arrive est pas cohérent avec cet environnement-là. C'est un sujet hyper compliqué, hein. Alors je ne vais pas me faire l'avocat de qui que ce soit. Je sais que la métropole brestoise, j'y ai un peu participé, et le collectif Au Pied du Mur aussi, via plusieurs représentants il y a une charte qui a été créée avec l'ensemble des professionnels qui s'engagent par la signature de cette charte à faire un meilleur travail. Il n'y a rien d'obligatoire, il y a un engagement. Bon, c'est mieux que de rien faire, certainement, en tout cas ça a été mon avis, c'est pour ça que j'ai participé, c'est pour ça je pense que des membres de ces collectifs ont participé aussi, en espérant que ça le fasse caler dans le bon sens. Maintenant, malgré ces chartes et malgré etc., ça reste possible et légal de faire n'importe quoi. Bon, on espère qu'un jour, on puisse compter réellement sur le sens citoyen et la qualité de projet, que chacun choisisse de lui-même en fait, de faire quelque chose de chouette qui s'intègre en discutant, etc. Nous, notre petite participation, c'est de diffuser ce type de projet en se disant que ça, ce serait bien. Et voilà, alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de promoteurs dans la salle pour nous écouter, ou alors ceux qui sont déjà convaincus par le fait qu'il faille bien faire, mais voilà, allez-y. Et puis il y a un aspect sociétal. Aujourd'hui, on a parlé du coût au mètre carré, plus ou moins. Hein, on essaye de faire en sorte qu'il soit accessible. Et pour tous les projets qu'on combat actuellement sur la place de Brest, hein, c'est tous des projets qui sont relativement inaccessibles au peuple moyen. Hein, ça veut dire que le prix du mètre carré, on trouve du 4 000 €, on trouve jusqu'à du 10 000 €. Hein, par exemple, sur le Moulin Blanc. Et donc, qu'est-ce que la ville de Brest, qu'est-ce que nos élus veulent? Ils veulent qu'on soit obligé de quitter la ville-centre, là où on peut travailler, pour aller habiter ailleurs où ce sera moins cher. Je crois personnellement que sur ces questions-là, il faut challenger la ville de Brest. Vous êtes aussi électeurs, pas seulement habitants, et il faut leur demander de prendre leurs responsabilités et de préempter. Quand il y a des projets comme ça qui se montrent, évidemment, alors les communes sont au courant avant que la vente se fasse. Parce que vous avez un document qui s'appelle le DIA qui arrive en mairie pour savoir si la vente se fait, et on demande aux communes si elles veulent préempter. Et le courage politique serait de dire que ça doit faire partie des annonces du comportement, des programmes électoraux en termes d'urbanisme et d'habitat, de dire s'il y a un programme qui nous paraît incohérent, la commune peut, surtout des communes comme Brest, donc je ne sais pas quel est le portefeuille qui est dédié à la préemption, mais de proposer des projets sur lesquels la commune aura la main et doit s'engager à faire la concertation, des études préopérationnelles, de façon à mettre les riverains autour de la table. Mais ça, on ne peut pas les y contraindre légalement. C'est-à-dire, il faut porter ce message, utiliser la presse, etc., pour leur dire, voilà, telle commune s'est engagée à dire qu'elle veut une cohérence urbanistique, paysagère et d'habitat, de façon à ce que quand le projet est délirant, parce qu'on dépasse les limites, on peut préempter avec. Mais par contre, pour préempter, pour ces questions-là, on peut préempter, et pour ne pas être attaquable, il faut avoir un projet derrière. C'est-à-dire qu'il faut que les équipes municipales se soient renseignées, fassent une veille sur ce qui existe,
et que dans certains quartiers sensibles, parce qu'il y a un patrimoine bâti qui est peu élevé, etc., avec des maisons, une sorte de quartier-village, eh bien, que ce soit défendu par des projets alternatifs qui seraient prêts à prendre la place de projets qui seraient préemptés. Mais ça demande un courage politique que tout le monde ne voudra pas assumer, c'est sûr. Et c'est plus facile de faire ça dans un petit village qu'à BMO. Il est bientôt 20h30, donc ça va faire 2 heures qu'on a commencé. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question, une dernière intervention. Comment, en force polaire, vous allez faire respecter ce que vous avez défini avec les futurs maîtres d'ouvrage dans les permis de construire? Alors, je pose cette question parce que je construis ma maison actuellement à Brest, dans un lotissement. Je crois que l'aménageur est dans la salle, mon architecte également. Je me rends compte que dans la rue, l'ensemble des voisins, sur la vingtaine de maisons, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont respecté les aménagements faits par l'aménageur. Pour avoir notre permis de construire, il fallait qu'on passe par un architecte conseil, que tout ça soit validé, etc., etc. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de clôtures, par exemple, qui sont des clôtures en parpaing enduit avec des baguettes, alors qu'on s'engageait à faire des clôtures en bois, etc., etc. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal de maisons qui ont été décalées par rapport à leur permis de construire, sur leur lieu d'implantation. Et ce décalage fait qu'elles n'ont plus de soleil parce qu'elles sont à l'ombre de la maison qui est au sud devant. Alors comment vous allez faire en sorte que ce qui était défini voit le jour, quoi? C'est une bonne question parce que apparemment c'est très difficile à faire respecter. J'en discutais avec le président du CAUE du Finistère qui disait que les règlements de lotissement ils sont en général respectés, mais si quelqu'un a choisi sciemment de ne pas le respecter, il ne va pas du tout s'encombrer du règlement. Et derrière, il ne se passe à peu près rien, en général. Donc là, je dirais, c'est de la responsabilité du maire qui détient un pouvoir peu commun en France, ça s'appelle la police du maire, et de mettre des amendes sur ces problèmes-là. Et peut-être que quelqu'un préférera largement payer une amende que de refaire sa clôture, s'il voulait que sa clôture soit hermétique. Ceci dit, si la clôture, alors là c'est quand même spécifique, ne respecte pas le plan local d'urbanisme, le règlement écrit, ça c'est un avis conforme. Donc de toute façon, il devra le démolir. Et le tribunal administratif devra l'imposer. Si le maire prend le risque électoral de se dire « je fais jouer la police du maire », il y a un règlement que l'on doit suivre en rapport de conformité, d'accord ? Donc là, le maire a tout le loisir de faire. Bien sûr, dans une mairie, enfin dans une commune où il y a 200 000 habitants, c'est compliqué de suivre tous les projets qui sont là. En l'occurrence, à Porspoder, on a fait le choix que la mairie ait la main totalement, puisque c'est elle qui vend les parcelles. Donc, je ne sais pas si c'était votre cas, mais en fait, ça donne beaucoup de pouvoir à la mairie d'avoir la main sur ça, avec un règlement, que ce soit pour les éléments paysagers, que ce soit pour le règlement d'attribution, les clauses antispéculatives, etc., ou que ce soit pour la façon de construire dans le règlement de lotissement. Nous, on a choisi de le faire passer dans les actes notariés. D'accord ? Donc ça devient très compliqué à contourner, puisque quelqu'un qui attaquerait, même si c'est un voisin, c'est compliqué d'aller se dédire alors qu'on a signé un acte notarié sur ça. Par ailleurs, si quelqu'un voulait, par exemple, revendre ou transformer son habitat, eh bien, dans les clauses qu'il a signées devant le notaire, il ne peut pas le revendre à quelqu'un d'autre qu'à la mairie. D'accord ? Donc ça, c'est une protection dont on peut se prévaloir quand on est propriétaire du terrain. Donc les communes qui ont la main jusqu'au bout de l'opération, si elles ont la volonté politique de le faire, elles incluent dans les actes notariés le règlement d'attribution, le règlement du lotissement, le cahier de prescription paysagère, etc. Et donc ça, de toute façon, on ne pourra normalement pas s'en écarter. Si on s'en écarte, c'est au maire de prendre ses responsabilités et de faire jouer la police du maire. Mais c'est vrai que si, et très couramment, les gens ne le font pas, par exemple sur les questions d'assainissement, c'est pareil, hein, quand vous avez un assainissement qui pollue notablement et que c'est les services de la DDTM par exemple, qui ont détecté que vous polluez, c'est à la police du maire d'intervenir. Et rares sont les maires qui prennent la responsabilité. Surtout quand c'est un peu moins de 2 ans avant les élections, en général, il ne se passe rien. Et donc, merci à tous pour votre écoute, pour vos interventions, vos questions. Merci.